Donc, je disais, aujourd'hui, on va corriger les exercices que je vous ai demandé de faire. Et l'après-midi, si on n'a pas fini, on continue et on fera d'autres exercices. D'accord ? Ce qui nous permettra, en fait, la semaine prochaine, soit j'arrive à trouver un petit TP à faire. Vous pourriez faire chez vous, mais non. Là, vous n'avez pas de chlorure d'ammonium à la maison, c'est dommage. Mais je vais essayer de voir si je peux vous trouver un TP à faire sur les proportions stoichiométriques. On va voir. Vous pouvez faire à la maison avec de la farine, du sucre, tout ça. Alors, on y va. On commence donc par l'exercice 6, page 153, où vous avez l'équation d'une réaction. Donc, on vous donne les éléments chimiques. On vous donne juste AL. Donc, le S, c'est pour dire que c'est de l'aluminium sous forme solide, plus H+, c'est un ion. Les ions sont toujours en solution, et quand les composés sont en solution, on marque aqueux, puisque ce sont des solutions aqueuses à chaque fois pour nous. Même si on peut trouver des équations avec des solutions organiques. Ça, c'est pour plus tard. Égal Al3+, aqueux, plus H2, avec un petit G, ça veut dire gaz. D'accord ? Le but, c'était d'ajuster cette équation de réaction. Donc en fait, c'est de trouver les coefficients stoichiométriques qu'on va mettre devant chaque élément. Donc comment on fait? On regarde, on se fixe un élément chimique, l'aluminium à gauche, et on regarde combien d'aluminium il y a de chaque côté. Donc à gauche, là, il y a un atome d'aluminium. Et à droite, pour le moment, il y a combien d'atomes d'aluminium? Donc, un à gauche, un à droite, on n'y touche pas. Donc après, on passe à l'hydrogène. L'hydrogène, il y en a un à gauche, il y en a combien à droite? Donc, qu'est-ce qu'on fait? De façon à pouvoir équilibrer les atomes. Alors, 2H à gauche. Exactement. Là, on rajoute un 2. D'accord? Donc on a bien 2 atomes d'hydrogène à gauche et 2 atomes d'hydrogène à droite. Donc là, les éléments chimiques eux-mêmes sont conservés. On a bien une conservation des atomes. Maintenant, la deuxième règle de conservation qu'il faut assurer, c'est la conservation de la charge globale. Donc, quelle est la charge globale que l'on a à gauche? L'aluminium est un élément neutre, donc il apporte 0 charge. H+ est un ion, il apporte une charge positive. Donc au final, dans les réactifs, quelle est la charge globale de tous mes réactifs? Très bien, 2 charges positives. Puisque chaque atome d'hydrogène apporte une charge positive et qu'il y en a 2, on va avoir 2 charges positives. De l'autre côté, pour les produits de la réaction, quelle est la charge globale? Exactement. Donc, alors pourquoi 3 plus? Tout bêtement parce que l'aluminium, l'ion aluminium apporte 3 charges positives, le dihydrogène est un élément, est une molécule qui est neutre. Donc, les charges sont attribuées par le Al3+. Et donc ici, on a un déséquilibre des charges qui apparaît. On a donc 2 plus à gauche, 3 charges positives à droite. Il va falloir qu'on trouve une méthode de façon à justement rééquilibrer ces charges. Mais sans pour autant déséquilibrer les atomes. D'accord? C'est ça qui va être un petit peu compliqué. Alors, comment peut-on faire? Elle n'est pas facile, hein, celle-là, je trouve. On pourrait, tout bêtement, toucher. Il faut savoir quel est l'élément à toucher. Si on touche de l'aluminium, on rajoute un atome d'aluminium. Ça ne va pas changer la charge globale dans nos réactifs.
Mais par contre, si je mets un 2 ici, il faut aussi que je mette un 2 devant le ion aluminium dans les produits. Et donc là, ma charge globale, elle passerait à 6+. Je n'ai pas changé l'écart. Donc au final, il ne faut pas toucher à l'aluminium. Il va falloir plutôt gérer les charges en essayant de modifier les coefficients stoichiométriques de l'ion hydrogène et du dihydrogène. Alors comment on va faire? Ce que l'on peut voir, c'est que au lieu de mettre 2 ici, je passe mon dihydrogène à 2. Donc forcément, je dois mettre 4 ions hydrogène à gauche. Alors oui, ça veut dire qu'on va arriver à 6+, mais on va voir pourquoi. Si on fait ça, qu'est-ce que ça nous donne? Maintenant, on a 4 charges positives à gauche et on a 3 charges positives à droite. Ça ne marche pas encore. Donc, on a plus de charges maintenant du côté gauche que du côté droit. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une méthode pour pouvoir réduire cette charge. Et comme pour augmenter les charges à gauche, on avait simplement touché l'hydrogène, là, on va toucher à l'aluminium. Donc, 2, 2. Si on fait ça, c'est-à-dire toujours mes 4 charges positives à gauche, je me retrouve avec 6 charges positives à droite. Donc, c'est toujours déséquilibré. Maintenant que mes charges sont déséquilibrées d'un côté du produit, là, ce que je fais, je retouche sur les H, et au lieu de passer à 2, je passe à 3. Et donc, ici, ça va me faire du 6. Au final, j'ai 6 charges positives à gauche, 2 fois 3, 6 plus 0, 6 charges positives à droite. Et là, mon équation est équilibrée. Alors, il y a d'autres méthodes. Ça, c'est la méthode de seconde, où on regarde et on essaye, par méthode de tâtonnement, on appelle ça, de monter progressivement les charges. Dans une équation chimique, le plus dur, c'est l'équilibre des charges. L'équilibre des atomes, vous y arrivez bien. Mais une fois qu'on a fait l'équilibre des charges, des atomes, il ne faut pas oublier l'équilibre des charges. Et là, il va falloir remodifier les atomes, etc., etc. Donc, cette équation n'est pas facile. Mais avec un peu d'habitude, on va en faire tellement que normalement, ça devrait passer. À la fin du chapitre, vous aurez un quiz. Je vous le dis, ça va être que des équations à équilibre. D'accord? Et à la fin, vous serez les pros des équations, des équilibrages d'équations. Je fais cette charge. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Premier exercice, c'est un petit peu costaud déjà. Des questions? Oui, non. Ça y est, ils sont tous partis. Ah, merci. Ah, voilà, parfait. Donc, nous passons ensuite, je vous ai dit, l'exercice 10. Donc 10, page 153. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte dans cet exercice? Lors de la combustion du propane dans le dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. Écrire l'équation de la réaction. Il y a échauffement du système, est une transformation endothermique ou exothermique. Donc là, c'est un autre type d'exercice, et c'est plutôt ce genre d'exercice qui vous sont posés par la suite, où il n'y a pas une équation qui était déjà posée, on vous donne simplement un texte, et à partir, vous devez extraire les informations de ce texte pour pouvoir trouver qui sont les produits, qui sont les réactifs. D'accord? Et ensuite, vous les placez. Et enfin, vous équilibrez. D'accord? Donc, première question, équation de la réaction. Alors, dans le texte, on dit lors de la combustion du propane, C3H8 dans le dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. Donc là, ce qu'il faut déjà identifier, c'est qui sont les réactifs, qui sont les produits.
les réactifs seront placés à gauche, les produits seront placés à droite. Donc, combustion du propane dans le dioxygène. Donc, on fait réagir du propane avec du dioxygène. Ce sont nos deux réactifs. Donc, on le marque. C3, H8, plus formule du dioxygène que vous devez connaître, O2, donne, ils nous disent, de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. O, H2O, plus dioxyde de carbone, CO2. Alors, il manque quelques petites indications quand même dans ce texte. Les états. Quand on écrit une équation chimique, il faut toujours faire apparaître les états de nos réactifs et de nos produits. Donc moi je vous dis, le propane est un gaz, le dioxygène est un gaz. L'eau qui va se former, elle va se former sous forme liquide. Et le dioxyde de carbone est un gaz. Voilà. Prenez l'habitude, pour écrire les équations, d'écrire les états physiques de ces éléments. C'est important, surtout pour ceux qui vont faire la spécialité physique. Vous allez voir, ça va vous permettre de vraiment comprendre beaucoup mieux les choses. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à équilibrer. Parce que si vous écrivez ça, l'équation n'est pas équilibrée. Qu'est-ce qu'on regarde? Premier élément, le carbone. Il y a 3 carbones à gauche. Il n'y en a qu'un seul à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. 3 CO2. On met un 3 devant CO2. Alors, ensuite, on va regarder les hydrogènes. Il y en a 8 à gauche. Il y en a combien à droite dans les produits? 2, très bien. Et donc, je veux aller jusqu'à 8. Par combien je vais multiplier 2 pour obtenir 8? 4. Parfait. Là, je mets 4 H2O. Et il nous reste à équilibrer les oxygènes. J'ai 2 oxygènes à gauche. J'en ai combien pour le moment à droite des oxygènes? Alors, Tommaso, tu dis 6. Je ne suis pas d'accord. 10, exactement. L'eau, la molécule d'eau comporte un atome d'oxygène. Et il y a 4 molécules d'eau. Donc en tout, ici, j'ai déjà 4 oxygènes. Le dioxyde de carbone apporte 2 atomes d'oxygène et il y a 3 molécules de dioxyde de carbone. Donc 3 fois 2, 6. 6 atomes ici, 4 atomes pour l'eau. Donc en tout, j'ai bien 10 atomes d'oxygène dans mes produits de réaction. Donc, j'en ai que 2 dans mes réactifs. Que faire? Exactement. Dans les 5, puisque 5 fois 2 égale 10. Et là, en fait, c'est fini. On n'a même pas besoin de regarder les charges, puisque tous les réactifs et tous les produits sont des molécules neutres. Il n'y a pas de charge. Donc forcément, elle est équilibrée aussi en charge. Voilà pour cette équation. D'accord? Alors c'est sûr, là je prends vraiment mon temps pour équilibrer les équations. Mais quand vous allez avoir un problème de chimie par la suite, c'est la base. Parce que à partir de l'équation, vous allez pouvoir calculer les quantités de matière de vos réactifs, prédire les quantités de matière de vos produits. Et si votre équation est fausse, tout le reste est faux. Donc il faut vraiment prendre le temps d'équilibrer l'équation chimique. En seconde, on ne fait pas des équations trop complexes non plus. Spécialité, vous allez voir qu'on va monter un petit peu le niveau. Ok pour celui-là. Alors, petit 2, c'était quoi la question? Énergie de la transformation. On va appeler ça énergie de la transformation. Donc la question est, il y a échauffement du système. Est-ce une transformation endothermique ou exothermique? Alors bien entendu, il faut justifier votre choix.
Vous avez une chance sur deux, sinon. Alors, ok Alexandre. Alors, comme la température augmente, c'est une transformation isothermique. Exactement. La température du système augmente, ça veut dire en fait que le système, quand il a réagi, il a libéré de l'énergie, ce qui a permis justement à la température de l'ensemble d'augmenter. Et quand ça libère de l'énergie, c'est exothermique. D'accord? Donc, comment on va rédiger ça? Si le système c'est chaud. Qu'est-ce que je voulais marquer? C'est que la réaction libère de l'énergie. La réaction libère de l'énergie. Et donc, une transformation exothermique. Pas besoin de plus pour la justification. Le système se chauffe, ça libère l'énergie, donc exothermique. Ça va pour celui-là? Est-ce que toutes les combustions sont exothermiques? Oui. À partir du moment où on a une combustion, c'est forcément exothermique. Puisque la combustion, en général, crée c'est par définition une libération d'énergie. Voilà. Des questions pour cet exercice 10? Ok. Après, il y avait le 11. Alors, qu'est-ce que c'était que le 11? Savoir modéliser une réaction chimique. Alors là, il y avait tout un texte. Et il va falloir que vous trouviez des espèces spectatrices, les réactifs de la transformation, les produits, et enfin écrire la réaction chimique. Voilà, en général, ça se présente comme ça, les exercices de chimie. Est-ce que je peux effacer la partie gauche du tableau? Voilà. Donc, exercice 11, page 150. Alors, je vous lis. Lors d'une plongée sous-marine, la respiration est possible grâce aux bouteilles de plongée. Elles sont remplies d'un mélange de gaz constitué de dioxygène et de diazote. Alors pourquoi? Parce que ce sont les deux principaux constituants de l'air que l'on respire. Ces deux gaz sont inspirés par le plongeur et transportés dans l'organisme par le sang. Le diazote n'est pas consommé et s'accumule dans le sang, alors que le dioxygène, lui, est consommé, parti par les muscles, et vous savez en fait que la consommation, elle se fait par réaction avec le glucose. Peut-être que vous avez vu ça en SVT ou pas, le mécanisme de la transformation, etc., dans du dioxygène et comment on apporte de l'énergie aux muscles. Vous l'avez vu? Oui, j'en suis pas encore. Ouais, au collège. Alors normalement au lycée, vous allez justement étudier un peu plus ces réactions chimiques en SVT et vous allez aussi faire des TP là-dessus. Il produit du dioxyde de carbone et de l'eau, ainsi que l'énergie nécessaire à la mise en mouvement des muscles. Donc ça libère de l'énergie. Cette énergie,
et utilisé pour mettre en mouvement les muscles. Alors, les espèces petites. J'en veux combien? Une espèce. Je mets au singulier. Espèce. Donc, qui m'avait dit, ouais, le diazote est une espèce spectatrice. Alors, toujours justifié, d'accord? Le diazote, on donne sa formule chimique tout le temps, diazote. Donc l'azote, sa symbole c'est N, comme c'est du diazote, c'est N2. Le diazote est spectateur. Alors pourquoi? Parce qu'il est présent dans le milieu réactionnel, mais il ne participe pas à la transformation. Donc, car il est présent dans le milieu réactionnel, mais ne participe pas à la transformation. Voilà. En fait, du point de vue mathématique, comment vous pourriez dire, avec un argument mathématique et une grandeur chimique, qu'une espèce est spectatrice? Qui a une idée? Mais ça fait appel à des choses qu'on a déjà vues, mais pas dans ce contexte. Et c'est pour vous montrer en fait que maintenant on va réinvestir au fur et à mesure toutes les connaissances que vous avez accumulées en seconde, et on va essayer de les mélanger entre elles, et voir qu'il y a des connexions. Donc, mathématiquement, comment je peux caractériser le fait qu'une espèce est spectatrice? Qui a une idée? Personne? Essayez, hein. Donnez des hypothèses, etc. Moi, le but, c'est pas de vous donner forcément la bonne réponse. C'est que vous essayez de donner des hypothèses. Ça, très bien, Alexandre. C'est exactement ça. La quantité de matière de l'espèce, elle va rester constante. Au début de la réaction, vous avez une certaine quantité de matière de diazote, et comme elle ne réagit pas, cette quantité de matière restera la même en fin de réaction. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. On note N de N2, I, c'est pour initial, sera égal à N, la quantité de matière finale, F, de N2. Voilà comment on caractérise mathématiquement le fait qu'une espèce est spectatrice. Alors, si vous m'écrivez la phrase, c'est très bien. Mathématiquement, c'est quand même plus simple de l'écrire sous cette forme. Si vous avez une équation qui s'écrit comme ça, ça veut dire que l'espèce est spectatrice. Il y a une autre forme aussi qu'on peut voir, c'est que la variation de la quantité de matière de N2 est égale à 0. Variation entre l'état initial et l'état final de votre réaction. Si déjà vous l'écrivez comme ça, c'est pas mal. Alors, bien entendu, moi je préférerais ça, ça fait le top. D'accord? Est-ce que c'est clair? Cette petite partie mathématique. Mais comme rien ne se fait la quantité de matière de flux réactif ne change pas. Ah si, attention Anaïs. Tu as de la matière, tu as un réactif au départ. C'est la quantité de matière des atomes, si tu veux, va rester la même. Mais les molécules, elles, il y a des liaisons qui se cassent pour créer d'autres types de molécules. Donc forcément, les molécules qu'on a au départ, les réactifs, qui réagissent vraiment, ces molécules, elles vont disparaître pour former d'autres types de molécules.
les produits de la réaction. Maintenant, si tu comptes au point de vue d'atomes, j'ai tant d'atomes de carbone, une quantité de matière d'atomes de carbone au départ pour exactement la même quantité de matière d'atomes de carbone. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir d'un réactif A pour obtenir un produit de réaction et voir comment évoluent ces quantités de matière. Ça va, Anaïs? Donc là, on parle de la quantité de matière exactement. Ce sera toujours la quantité de matière des molécules. En fait, la quantité de matière des atomes, elle ne nous intéresse pas. Elle nous intéresse, si tu veux, pour assurer la conservation des éléments chimiques. Donc il y a autant d'atomes d'un certain type sur les réactifs et autant d'atomes dans les produits. De rien. Donc ça, c'était pour la question 1. Question 2, ils veulent quoi? Quels sont les réactifs de la transformation? Réactifs. Ça devient bien en noir avec ça. Alors, en réagissant avec le glucose, il produit du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Donc, qui réagit avec le glucose? Donc le glucose est un réactif. Qui réagit avec O2. Très bien, parfait. Donc là, les réactifs sont le dioxygène. Les réactifs sont le dioxygène, O2, et le glucose. En formule du glucose, c'est 6H12O6. Alors, pareil, c'était pas obligatoire c'était pas demandé ce que je vais écrire là. Mais comme tout à l'heure, quand on a caractérisé le fait qu'une espèce spectatrice, sa quantité de matière n'évoluait pas, restait la même entre l'état initial et l'état final, comment vous pourriez caractériser le fait que O2 est un réactif par rapport à son évolution de la quantité de matière? Moins de matière après. Ça, c'est textuel. On reconnaît Alexandre Duterre. Comment vous l'écririez mathématiquement? Comme on l'a fait là. NI plus grand que NS. Parfait, très bien. Donc là, ce qu'on peut écrire, c'est que la quantité de matière initiale de O2 sera supérieure à la quantité finale de O2. Chose qu'on peut aussi écrire, que delta N O2 doit être de quel signe? Positif ou négatif? Ah bah mettez-vous d'accord. Quand on marque un delta, c'est le final moins l'initial. Donc on fait final moins initial, forcément, ça va être négatif. D'accord? Négatif. Ou alors, on aurait très bien pu le faire pour le glucose, C6H12O6, supérieur à NF de C6H12O6, soit, chose qu'on écrit, delta N de C6H12 est négatif. Donc comme à la fin il y en a moins qu'au début, forcément ça donne un nombre négatif quand on retranche les deux. D'accord? Donc la 3, ça va être les produits de la réaction.
petit 3. Enfin, je ne vais pas regarder, mais je suppose que c'est ça. Vérifions. Quels sont les produits de la transformation? Mais pourquoi la quantité de matière est obligatoirement inférieure après? Alors imagine, tu fais du sandwich, tu fais des sandwichs. Tu as besoin de 2 tranches de pain et d'une tranche de jambon pour faire ton sandwich. Tu as à ta disposition 9 tranches de pain. Donc, et 5 tranches de jambon. D'accord? Donc, tu prends 2 tranches de pain, une tranche de jambon, hop, ça te fait un sandwich. Ta quantité de matière de tranches de pain, elle a diminué. Jusqu'au moment où il ne te restera plus qu'une tranche de pain. Donc, au départ, tu avais 10 tranches de pain. À la fin de ta réaction, il te restera une tranche de pain tout seul. Donc, on voit bien que ce que tu as à la fin, c'est une tranche de pain, moins ce que tu avais au début, 10 tranches de pain, 1 moins 10, ça fait moins 9. C'est négatif. Ça te va? De rien. Donc, les produits de la réaction. Il produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Voilà. Les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Les produits sont CO2 et H2O. D'accord? Alors pareil, point de vue mathématique, au contraire, au départ, il n'y en a pas. On n'a pas de produit. Il n'existe pas. C'est comme au départ, vous avez vos tranches de pain et vos sandwichs, mais au tout début, vos tranches de pain et votre jambon, mais vous n'avez pas de sandwich fait. C'est une fois que vous commencez la transformation de vos tranches de pain et de vos jambons, que vous créez le produit sandwich. D'accord? Donc, au final, la quantité de matière des produits d'une réaction, elle fait quoi au cours d'une transformation chimique? N plus petit que NF. Exactement. Donc, en effet, la quantité de matière augmente. Une chose qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir NI de CO2 qui va être inférieur à NF de CO2. Donc cette fois-ci, on a une variation de quantité de matière de CO2 positive. Et on peut dire exactement la même chose pour l'eau. Inférieur à NF de H2O, donc delta N de l'eau positif. Alors ça c'est vrai qu'on ne servirait pas trop en seconde. Donc c'est des notations qu'on va beaucoup se servir en première spécialité, pour ceux qui ont suivi la spécialité. Il y avait une autre question là-dedans. Quels sont les produits de la transformation? Oui, c'est vrai. Ça peut-être qu'il faut que je vous le dise. Il produit du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau, ainsi que l'énergie nécessaire à la mise en mouvement des muscles. L'énergie, c'est pas de la matière. D'accord? Donc, on peut rentrer dans les considérations relativité générale d'Einstein où E est égal à mc2. Donc, quand on a l'énergie, ça peut se transformer en matière, et la matière, c'est de l'énergie. Mais de l'énergie pure, ce n'est pas de la matière. Elle n'a pas encore été transformée en matière. Donc, l'énergie n'apparaît jamais en termes de produit. C'est une quantité, c'est quelque chose qui est créé en plus, mais pas sous forme de produit. C'est pas matériel, si vous voulez. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Écrire l'équation de la réaction, comme tout à l'heure. Donc, petit 4, équation de la réaction. Voilà, on fait comme d'hab. Les réactifs à gauche, donc on a C6H12O6. En fait, il est sous forme aqueuse puisqu'il est dilué dans le sang, le glucose. Plus O2, lui aussi, c'est du gaz qui a été dilué, donc on va le mettre sous forme gazeuse, qui forme, on a dit, CO2, gazeux, plus H2O, liquide. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Équilibrer l'équation.
Combien j'ai de carbone à gauche? Combien j'ai de carbone à droite? Bien, tu as raison, 6. À droite, combien de carbone? Un seul, d'accord? Alors l'erreur classique, c'est que comme vous voyez un petit 2 ici, vous pensez que le 2 il va aussi au carbone. Non, il va seulement sur l'oxygène, le 2. D'accord? Donc il n'y a bien qu'un seul atome de carbone. Donc pour équilibrer, on va mettre un 6 devant le dioxyde de carbone. Voilà, on a fait notre carbone. Bon, on passe au deuxième atome, hydrogène. J'en ai 12 à gauche, à droite, j'en ai 2. Comment faire? Il passe 2 eaux. Très bien, il a 6 fois 2, 12. Ben voilà, je me retrouve avec mes 12 hydrogènes à gauche. Et 6 fois 2, 12 hydrogènes. Il apparaît dans tous les produits, dans tous les réactifs. Donc, combien de l'oxygène il apparaît dans tous les produits, dans tous les réactifs? Donc, combien j'ai d'oxygène dans tous mes réactifs? Très bien. 8. J'en ai 6 qui sont apportés par le glucose et 2 qui sont apportés par l'oxygène. Donc, j'ai 8 atomes d'oxygène dans les réactifs. Maintenant, dans les produits de ma réaction, en tout, j'ai combien d'atomes d'oxygène? On va noter, hein. On a 8. Donc, dans les réactifs, combien d'oxygène? Alors, Elisa, tu dis 3, je ne suis pas d'accord. Parce que tu as oublié les coefficients stoichiométriques. Toi, tu as dit CO2 en apporte 2, H2O en apporte 1. Donc, c'est vrai que ces deux molécules, en tout, elles apportent 3 atomes d'oxygène. Sauf que, on a placé des coefficients stoichiométriques dedans. Et il faut en tenir compte. D'accord? Donc, Tommaso et Alexandre, je pense que vous avez raison. Puisqu'on va faire 6 fois 2, 12, plus 6 fois 1, 6, 12 plus 6, 18. J'ai donc 18 atomes d'oxygène dans mes produits. Elisa, est-ce que tu as compris ton erreur? Ok, parfait. Alors, le but maintenant, c'est justement de trouver quelle molécule je dois modifier le coefficient stoichiométrique de façon à ajuster uniquement les oxygènes. Parce que j'en ai moins ici. J'ai moins d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Donc forcément, il faut que j'arrive à trouver une méthode pour augmenter le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs. Donc je ne vais pas toucher à ma partie produit. J'ai deux possibilités. Soit je touche au change de coefficient stoichiométrique qui est devant le glucose, soit je change de coefficient stoichiométrique qui est devant le dioxygène. Et c'est là qu'il faut un peu réfléchir. Est-ce que j'ai intérêt à toucher le coefficient stoichiométrique du glucose? Ah oui, vous avez raison. Non. Pourquoi? Parce que si j'ajuste le coefficient stoichiométrique ici, les cours de BTS, mais il attendra un petit peu. Je ne sais pas. Oui. Si j'ajuste le coefficient stoichiométrique sur le glucose, je vais non seulement changer le nombre d'atomes d'oxygène, mais également le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. Et donc il va falloir que je remodifie ensuite tout ça. Alors que si je touche uniquement le dioxygène, je vais modifier juste les atomes d'oxygène. Donc là, il faut que je trouve quel est le bon nombre ou chiffre à placer devant le dioxygène. Et comme tout le monde a dit d'ailleurs, c'est Tommaso aussi. Donc, si je mets un 6 devant, 6 fois 2, 12, plus les 6 que j'avais au départ, 6 fois 2, 12, 12 et 6, 18. Donc dans ce cas-là, j'ai bien équilibré mon équation. Voilà l'équation équilibrée de ce qui se passe de la consommation du glucose par l'oxygène
et qui permet de fournir de l'énergie à vos muscles. Est-ce que ça va pour cet exercice? C'est bon? C'est bon? Ok. Alors après, on passe au 13. Je vais juste écrire pour vous dire que je suis en cours. On dit combien après? 13. Ah, là qu'on va commencer à mélanger un peu toutes les notions. Et ce qu'on appelle l'identification d'un réactif limitant. Alors je vous rappelle la définition d'un réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le premier des réactifs qui aura été entièrement consommé. On prend l'exemple de nos sandwichs, pain, jambon. Admettons, j'ai 5 tranches de pain, ça marche, et 2 tranches de jambon. Non, 6 tranches de pain et 2 tranches de jambon. Je peux faire au total 2 sandwichs. Et il me restera à la fin 2 tranches de pain. Mais je n'aurai plus de tranches de jambon. Donc, le jambon a stoppé ma réaction, ma fabrication de sandwich. C'est donc le jambon qui est le réactif limitant. Donc là, au lieu de parler de jambon, etc., et de pain, on va plutôt parler en termes de quantité de matière du réactif. Et on va voir la quantité de matière d'un réactif, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle diminue. Et la première qui atteint 0, bah, ça correspond au réactif qui va limiter la réaction. Ça, c'est une notion qui est essentielle à comprendre. Le réactif. Alors, hop. Donc, c'est l'exercice 13, page 157. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? On étudie la synthèse de l'aspirine. On insère on insère 100 g d'acide salicylique de formule C7H6O3 en solution. On ajoute 100 g d'anhydride éthanoïque de formule C4H6O3. On obtient alors de l'aspirine, formule C9H8O4, ainsi que de l'acide éthanoïque de formule C2H4O2. Quelle est l'équation de la réaction? Équation de la réaction. Alors, comme on mélange de l'acide salicylique avec de l'anhydride éthanoïque, qu'est-ce qu'on fait? On écrit, ce sont nos réactifs, ça va faire C7H6O3. Alors là, je ne vais pas mettre ça parce que c'est pas assez précisé. Avec l'anhydride éthanoïque, C4H6O3, qui nous donne donc l'aspirine, C9H8O4, plus l'acide éthanoïque, C2H4O2. Et on voit qu'elle équilibre cette équation. Atomes de carbone, 7 et 4, 11. 9 et 2, 11. Les carbones sont équilibrés. Hydrogène, 6 et 6, 12. 8 et 4, 12. Oxygène, 3 et 3, 6. 4 et 2, 6. Donc en fait, j'ai rien à faire. Mon équation est équilibrée. Alors, voilà l'équation de la réaction. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder qui est le réactif limitant. Alors là, je vais écrire à gauche parce que je vais avoir besoin de plus de place. Et on s'arrêtera là-dessus.
Alors, pour trouver le réactif limitant, il faut regarder la quantité de matière que l'on a au départ pour chaque réactif. D'accord? Donc on va comparer. Comparons les quantités de matière des réactifs. D'accord? On vous dit, vous avez une mole d'acide salicylique qui pèse 138 grammes et une mole d'anhydride éthanoïque, ça c'est dans les données, pèse 102 grammes. Donc, ce qu'on dit, si une mole, alors comment on dit ça, d'acide salicylique, donc de C7H6O3 pèse combien? 138 grammes. Alors, nous on a 100 grammes correspond à N initiale de C7H6O3. Donc, si vous avez une mole d'acide salicylique, ça fait 138 grammes. Si vous en avez que 100 grammes, vous avez combien de moles? Vous faites 100 divisé par 138. D'accord? Et ça vous donne 0,725 moles. Ça, c'est pour notre premier réactif. Le deuxième réactif, c'est l'anhydride éthanoïque. On va faire la même chose. Si une mole de... Alors, l'anhydride éthanoïque, c'est 4H6O3, pèse, donc il dit 102 grammes. Alors, et on en met combien? 100 grammes également. 100 grammes correspond à NI de C4H6O3 égale, on fait exactement la même chose, 100 divisé par 102, et ça nous donne 0,980 moles. Donc là, on a les quantités de matière initiale. Alors là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est bien vérifier avec les coefficients stoichiométriques. Parce que je vous rappelle, par exemple, pour faire nos sandwichs. Pour faire un sandwich, on consomme une tranche de jambon pour 2 tranches de pain. D'accord? Là, par contre, pour former une molécule d'aspirine, on utilise une molécule de C7H6O3 et une molécule d'anhydride éthanoïque, puisque les coefficients stoichiométriques de notre équation que je viens d'effacer sont tous égaux à 1. On appelle ça une équation mol à mol. D'accord? D'après l'équation, une mole de C7H6O3 réagit avec une mole de C4H6O3. Donc au final, vous n'avez pas besoin de faire de facteur pour le moment. Qui va être consommé en premier? Est-ce que c'est l'acide salicylique ou l'anhydride éthanoïque? L'acide, oui, exactement. Parce qu'il y en a moins au départ. Il y a moins de quantité de matière d'acide que d'anhydride. Et comme je consomme 0, quand j'aurai consommé mes 0,725 moles d'acide, il me restera une certaine quantité de matière d'anhydride. Alors on pourrait trouver qu'est-ce qui va rester en faisant 0,980 moins 0,725.
on saura quelle est la quantité de matière qui reste d'anhydride éthanoïque qui n'aura pas pu réagir. Donc le réactif limitant, c'est qui? Est-ce que c'est l'acide ou est-ce que c'est l'anhydride? Parfait. Donc, ainsi, NI de C7H6O3 est inférieur à NI de C4H6O3. C'est donc C7H6O3 le réactif limitant. Et voilà pour aujourd'hui. Voilà, c'est un exercice un peu plus compliqué. Commence à faire appel à plusieurs connaissances. Donc celui-là, il faudrait vraiment que vous arriviez à le maîtriser. Et ça, on en fera beaucoup, on se servira beaucoup de ça pour ceux qui vont aller en première spécialité. Alors, ce qu'on fera tout à l'heure, on corrigera les autres exercices, donc 17, 18, 19, et on va en faire d'autres. Je vais juste vous les noter. Hein. Donc on aura 17, 18, 19, on fera le 23, le 24, 26, 30, 34. On ira jusque là où on peut. D'accord? Juste que vous avez un peu de temps pour préparer tout ça. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est tout moi? Eh bien, je vous dis à tout à l'heure, 13h. Ah, le 21. Ah oui, attendez, j'ai oublié, on va faire le 21 aussi, je crois. Pourquoi j'ai dit 23 21, 23. Merci, Caro. De toute façon, on verra, hein, je vous laisserai un peu de temps de réfléchir et tout. Et on fera pas tout à l'heure, hein, je vous le dis dessus. Vous avez vu le temps qu'on a pris pour faire simplement quelques petits exos. Et je veux absolument que ce chapitre, vous le maîtrisiez. C'est essentiel pour un prochain. Voilà, bah écoutez, je coupe l'enregistrement. Bonne